Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue qu'aujourd'hui, on a de la broue dans le toupet. Moi, je suis honnête, je dis toujours les choses comme ça arrive. Jusqu'il y a 2 minutes à peu près, on était en train encore de chambouler notre feuille de route. Des invités qui se rajoutent, qui s'enlèvent. C'est comme ça qu'on aime ça. Et savez-vous quoi? La radio en direct, c'est comme ça. Si on voulait faire de la radio pépère, on enregistrerait des émissions, comprends-tu? On pourrait corriger toutes les petites erreurs. Mais la radio en direct, c'est ça qui fait en sorte que juste avant de s'asseoir ici sur le siège, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tout peut arriver. Bonjour, Cybèle Olivier. Bonjour, Sophie. Ça nous garde vivants, d'être pas trop sûr où on s'en va, puis qu'est-ce qui va se passer. On a le petit cœur qui bat vite. Finalement, faut vous faire paraître que tout va bien, puis y a rien qui se passe. C'est tout sur des roulettes. Comme le canard, en apparence, au-dessus de l'eau, tout va bien, puis en dessous, on pédale comme des fous pour faire la meilleure des émissions pour vous qui nous écoutez et qui nous regardez. Et je pense que vous serez pas déçus parce qu'on va commencer cette émission en allant joindre en direct à Los Angeles quelqu'un que vous connaissez bien, qu'il est auteur, compositeur, interprète et en plus comédien et en plus champion de poker. Alors ça, si c'est pas assez d'indices, je sais pas ce que je pourrais vous dire pour que vous reconnaissiez Patrick Bruel. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Bonjour Patrick, alors explique-nous pourquoi tu es en ce moment à Los Angeles et pourquoi on te parle aujourd'hui en direct de Los Angeles. Je suis venu ici pour constater les dégâts de cette tragédie qui a touché Los Angeles et plus particulièrement Pacific Palisades il y a quasiment un mois maintenant. Voilà. Et puis moi, je devais revenir pour voir un peu ce qui était advenu de ma maison, même si je savais qu'il y avait plus rien. Mais on avait besoin de le voir avec mes enfants, donc on est arrivé hier. On est allé sur le site, sur ce site de désolation, absolument. Il y a cette vision apocalyptique. Voilà, surtout une partie du village de Pacific et bon nombre de maisons entre Pacific et Malibu et Santa Monica qui ont littéralement disparu. C'est un espèce de on dirait un terrain de guerre. Voilà, on avait besoin d'être ensemble avec les enfants pour aller le voir, le constater, puis je pense faire le deuil de cette maison et de cette aventure importante. Ça fait 8 ans déjà. 8 ans, c'est la moitié de la vie quasiment de mes 2 enfants, enfin, en tout cas du plus jeune. Et puis c'est voilà, il y a aucune assurance qui couvre les souvenirs ou les moments d'émotion ou tout ce que ça a pu représenter. Ça, donc c'est un peu voilà. Alors, évidemment, on se dit toujours qu'on n'est pas les plus à plaindre, qu'il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de pertes civiles, on a d'autres choses dans notre vie, on peut bien sûr se ressaisir et comparer à des gens qui ont tout perdu, pour certains qui ne sont même pas assurés et qui vivent un drame total, sans compter les victimes évidemment auxquelles on pense, et puis surtout aux pompiers qui ont fait un travail complètement dingue. Enfin voilà, c'est un long monologue, pardon. Non, mais il y a pas de souci, Patrick, parce que, écoute, ça fait plusieurs fois qu'on se parle en entrevue ou qu'on se parle hors micro, et honnêtement, c'est la première fois en je sais pas combien d'années depuis que je te connais, c'est la première fois que je te sens aussi ébranlé, et on comprend très bien le souci que tu as de dire, bon, évidemment, il n'y a pas eu de perte humaine dans ta famille. Tu reconnais bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie dans les incendies ravageurs de Los Angeles, et
le fait que toi t'aies perdu ta maison, c'est pas plus grave que si un citoyen lambda perdait sa maison. On n'est pas là. Par contre, il y a des souvenirs, et ces souvenirs-là, face à un incendie, on est tous démunis, qu'on soit un comédien hyper connu comme toi, ou qu'on soit monsieur et madame tout le monde. Là, cette douleur-là est pas moins grave pour toi parce que t'es quelqu'un de connu et qui a des moyens. Bien sûr, je comprends, et puis c'est exactement ça, oui. C'est les premières choses auxquelles on pense, c'est pas évidemment une machine à laver qu'on va devoir remplacer, non. On pense aux dessins d'enfants d'Oscar, voilà, que c'est moi qui les avais. C'est une déchirure de savoir que ces dessins qu'il a fait quand il avait entre 5 et 7 ans, qui étaient absolument incroyables. Voilà, enfin ça, plus tout un tas de choses. Enfin, t'imagines bien, Sophie, ce que ça représente, ce que tout le monde imagine ce que ça représente d'avoir construit des. En fait, cette maison, je l'ai rendue de plus en plus accueillante. C'est-à-dire que moi, je venais avec des valises pleines et puis je repartais avec rien. Je l'ai nourrie pendant très longtemps pour en faire un refuge, un endroit dans lequel on était super bien. Après, maintenant, il y aura peut-être d'autres maisons, peut-être qu'on va reconstruire à l'endroit précis. Je sais pas ce qui va se passer, mais on avait besoin de passer par ce voyage. Voilà, c'était important et voilà, les Américains, en tout cas ici, vont réagir très vite à essayer de redonner à Pacific Palisades et à Malibu son aspect. Donc ça va repartir, mais voilà, il y a des choses qui ne reviendront pas. Et voilà. Mais voilà. Mais c'est d'autant plus touchant, je trouve, que c'est pas tout le monde qui est au courant de ta situation familiale. Alors pour ceux qui sont pas au courant, j'essaie de l'expliquer, puis évidemment, te gêne pas pour me corriger si je me trompe. Donc tu as eu 2 enfants avec une femme exceptionnelle qui s'appelle Amanda Sters, avec qui tu es maintenant séparé, mais vous gardez d'excellents rapports. Vous avez 2 enfants, oui, donc oui. Oscar et Léon, et depuis maintenant plus de 8 ans, Oscar et Léon habitent la majorité du temps à Los Angeles. Donc, Amanda a sa propre maison. Toi, tu as une maison, et quand tu vas à Los Angeles, c'est dans cette maison-là. Donc, c'est cette maison-là qui a brûlé. J'explique le contexte familial, Patrick, parce que beaucoup de gens qui nous écoutent vivent eux aussi avec des enfants en garde partagée. Et la maison où on voit nos enfants, c'est pas n'importe quelle maison, surtout quand on les voit à temps partiel. La maison où on élève nos enfants, c'est un nid. Il y a une valeur symbolique. C'est là qu'on se retrouve quand on est séparés. C'est pour ça que je trouve c'est important de raconter l'histoire de cette maison, parce que dans votre vie familiale, c'est bien plus que juste de la brique et du mortier. Oui, c'est une maison qui a beaucoup compté, parce que c'est vrai que les enfants se sont beaucoup construits sur ce déplacement à Los Angeles. C'était quand ils avaient eu 10 et 12 ans du coup. Maintenant ils en ont 19 et 21. Mais c'est vrai que le fait qu'on s'entende si bien avec leur mère a toujours donné un équilibre extraordinaire à la relation et à leur développement. Donc Amanda a eu des maisons un peu différentes pendant ses 8 ans. Elle a changé 2-3 fois, et là elle venait d'avoir vraiment sa maison. Là elle a une maison qui est formidable, qui est complètement de l'autre côté. Elle est à Hollywood, de l'autre côté elle. Et quand les flammes ont commencé à s'approcher aussi d'Hollywood, là je me suis dit waouh, ça va faire beaucoup. Et finalement, grâce à Dieu, elle a été épargnée. Et voilà. Et donc bien sûr que les enfants ont aussi cette possibilité-là, donc qui est très très importante. Oui. Alors toi, mais ce que je disais, oui, vas-y. Ce qui est toujours qui est délicat, c'est qu'on met des années à se construire des racines. C'est bien pour quelqu'un comme moi qui était un pays quand j'étais tout petit, qui est donc entre guillemets un peu déraciné. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on trouve qu'on arrive à construire des racines, à construire un ancrage, comme j'ai pu le faire dans le sud de la France, ou comme je l'avais vraiment fait là, c'est en ça que c'est un petit peu, peut-être un peu douloureux. Mais je comprends, mais c'est important. Et encore une fois, c'est pas
plus grave pour toi parce que t'es quelqu'un de connu, mais c'est pas moins grave pour toi parce que t'es quelqu'un de connu. Et en effet, ces déracinements qu'on vit, que toi tu as vécu à plusieurs reprises, en effet, ça fait en sorte que chacune des racines qu'on est capable de construire ou d'élaborer, elles deviennent d'autant plus importantes. Écoute, tu avais passé Noël, si je me trompe pas, en tout cas le temps des fêtes en Californie, tu étais revenu et en fait les incendies de Los Angeles, tu les avais vécus à distance et tu avais partagé sur les médias sociaux, je m'en souviens très bien, sur des différents médias, des images absolument catastrophique. Donc, le fait pour toi de vivre ça à distance, ça devait être aussi assez particulier. C'était entre les deux parce que moi j'ai quitté LA le 5 janvier et ça a commencé le 6. En fait, j'avais l'impression d'être parti un jour trop tôt parce que j'aurais en effet peut-être préféré être là et encore, enfin être là, pas être loin, mais je vivais ça à distance avec une impuissance, mais je pense pas que j'aurais eu plus de puissance si j'étais resté. Mais ça a déclenché un sentiment très particulier, cette histoire. J'ai eu, j'ai eu l'impression que peut-être pour la première fois, je me suis souvent senti fort. Et là, je me suis senti vulnérable. Voilà, peut-être ça nous ramène à la réalité, à la vulnérabilité qu'on a. Ça a joué parce que c'est vrai qu'on voit les maisons, on voit certaines maisons qui ont tenu, d'autres qui n'ont pas tenu. Après, les enquêtes, et il y en aura, et des comptes à rendre, il y en aura, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Je ne veux pas m'étendre là-dessus avec vous et embêter vos auditeurs, mais c'est vrai que il s'est passé des choses qui font que ça restera pas en l'état. Ça a été, il y a eu beaucoup d'erreurs. Et on voit, on se dit tiens, la mienne aurait pu rester. Eh ben non, elle n'est pas restée. C'est-à-dire, et ça me ramène à une vulnérabilité qui parfois pouvait m'échapper. Ouais. Écoute, maintenant dans l'émission, j'ai la collaboration de Cybèle Olivier, qui est journaliste à La Recherche et qui nous transmet en direct les commentaires des auditeurs. Je trouve que c'est important de partager ça avec toi, Patrick, pour te donner l'occasion de réagir à ce que les gens à Cube disent comme réaction à tes propos. Donc, je vais laisser Cybèle te parler. Puis, donc, je trouve c'est important que tu puisses réagir et répondre aux gens. En fait, c'est les commentaires, si je résume un peu, les gens ont de la difficulté à entendre les personnes qui leur semblent bien nantis, qu'ils sont, se plaindre de ce genre de situation-là. Évidemment, c'est terrible pour tout le monde, mais ce qu'on ressent un peu, c'est la misère des riches. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand vous faites dire ça? Non, mais je peux tout à fait le comprendre. Mais en fait, moi, je me suis pas du tout plaint, je me suis pas du tout étendu là-dessus. En fait, je me suis pas tellement exprimé. C'est la première fois que je m'exprime parce que c'est Sophie et parce que quand elle me le demande, je le fais. En fait, tout simplement. C'est ça. La vérité, c'est ma faute. C'est ma faute. Mais moi, le jour où c'est arrivé, j'ai juste tellement eu de messages de gens qui étaient inquiets que finalement, je savais pas répondre à tout le monde. J'ai juste fait un tweet, un post sur Instagram. Très laconique comme ça où je rassurais un peu les gens et je parlais pas spécialement de moi et je me suis jamais plaint publiquement. Aujourd'hui, je ne me plains pas. Aujourd'hui, j'exprime une douleur qui est, comme vous l'avez dit, qui peut être commune à tous les gens qui perdent quelque chose. Mais je fais pas, je me mets pas sur le même point que comme je vous le disais dès le début, que des gens qui ont à la fois tout perdu, des gens qui se retrouvent aujourd'hui sans assurance, qui n'avaient que ça pour vivre, et qui vont se retrouver dans des situations catastrophiques. Non, bien évidemment, j'ai conscience de ça, et puis je peux comprendre, qu'on prend peut-être beaucoup d'antennes ce matin pour parler de ça, pour parler de moi. Je comprends très très bien. Mais c'est de ma faute. Vraiment. Tu leur diras, Cybèle, c'est de la faute à Sophie parce que j'ai très gentiment, Patrick a très gentiment accepté mon invitation. Mais justement, Patrick, je veux pas non plus qu'on parle que de ça. Moi, je te suis sur les médias sociaux et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que il y a quelques jours de ça, on a souligné les 80 ans de la libération des camps de concentration et tu as fait une entrevue avec une femme française exceptionnelle qui est
peut-être moins connue ici au Québec. Elle s'appelle Madame Kolinka, Ginette Kolinka. Tu l'as interviewée pour la télévision française. Elle a 100 ans. C'est une survivante des camps. D'ailleurs, elle était dans les camps en même temps que Simone Veil. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire une entrevue avec elle et de la diffuser comme ça à la télévision française? C'était extrêmement émouvant. Cette femme qui vient donc de fêter il y a 2 jours, le 4 février, elle a fêté ses 100 ans. Elle a une lucidité et un à-propos qui en ferait rêver plus d'un. Le parcours de cette femme est incroyable, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a rencontré, mais surtout l'importance de sa mission, c'est-à-dire de raconter pour que les gens sachent et que ça ne se reproduise pas, entre guillemets. C'est un peu pour ça que, voilà, à l'époque, Steven Spielberg, après avoir fait la liste de Schindler, avait envoyé 300 journalistes GRI avec des caméras pour interviewer tous les survivants, pour avoir les témoignages qui sont aujourd'hui à Yad Vashem et qui sont conservés, parce qu'à un moment donné, il faudra entendre, il faudra pouvoir montrer et pouvoir prouver face au négationnisme et face à ce que l'histoire peut nous réserver. Oui. Et donc cette interview est parmi tant d'autres. C'est une dame qui a donné beaucoup d'interviews et d'entretiens très intéressants. Elle n'était pas la seule. Il y avait quelques survivantes qui ont donné des interviews ces derniers jours qui sont édifiants, qui sont importants. Mais ce qui est important surtout, ce sont des gens qui, en entendant ça, se disent mais on ne savait pas que c'était à ce point-là, ou on ne savait pas ceci, on ne savait pas cela, que ça a pu informer. Ouais, bien sûr, c'est ce rôle pédagogique sur lequel même dans l'interview, si vous avez l'occasion de le voir, à un moment donné, elle revient sur son importance. Elle se demande si c'est important d'en parler. Elle se demande elle si c'est important qu'elle en parle. Et on lui dit, mais évidemment. Évidemment, vous vous rendez compte que là, il y a des jeunes, il y avait ce jour-là une jeune fille de 14 ans qui était là, et je dis, elle a besoin, elle, d'entendre ça et de vous entendre le dire. Et voilà, donc cette parole très importante dans une période où évidemment le devoir de mémoire fait défaut à beaucoup de gens. Donc je trouvais important de mettre la lumière là-dessus. Enfin, c'est la chaîne de télévision qui m'avait demandé, et j'étais très honoré de faire cette interview. Et c'est très important, et je vais terminer là-dessus, Patrick, c'est que c'est très important en ce moment, justement, de parler de ces choses-là et de ne pas oublier, parce que oui, des négationnistes, il y en a. Non seulement ça, mais il y a une grande montée de l'antisémitisme ici au Québec, en France également, et à plein d'endroits à travers le monde. Et il faut pas oublier qu'il y a encore en ce moment des otages israéliens qui sont aux mains du Hamas et leur famille qui vit des heures absolument terribles. Patrick, merci beaucoup de ta générosité. Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui, et bonne chance pour la suite de la route. Merci. Avec plaisir, et revenons faire de la musique. Ah ouais, la prochaine fois qu'on se parle, c'est pour se parler de musique, c'est promis. Et on va se parler de musique. Absolument. Merci beaucoup d'avoir fait le point sur les incendies à Los Angeles. Merci, Patrick. Merci infiniment, et bonne journée à tous. Au revoir. Merci.